Vous lancez une balle. Elle passe par la porte de gauche ou par la porte de droite, frappe le mur du fond et laisse une marque. Vous en lancez une autre. Même chose. Après 1000 lancers, vous regardez le motif. Qu'est-ce que vous voyez? 2 amas de marques, un derrière chaque porte. Ça a du sens, non? Chaque balle est passée par une porte ou par l'autre. Simple. Maintenant, oublions les balles de tennis. Faisons cette expérience avec des électrons, de toutes petites particules, les plus petits morceaux de matière que nous manipulons en physique du quotidien. Nous tirons des électrons vers une barrière percée de 2 fentes, des fentes très fines. Et derrière, nous avons un détecteur qui clique chaque fois qu'un électron arrive. Clic, clic, clic. Chaque clic est identique, jamais un demi-clic. Les électrons arrivent donc comme des objets entiers, des unités individuelles, des particules. Très bien. Les électrons sont des particules, comme des balles de tennis. Mais maintenant, nous comptons l'endroit où ils atterrissent. Nous construisons progressivement l'image du motif. Et, ce ne sont pas 2 amas, ce sont des bandes. Un motif de zèbre. Beaucoup d'électrons ici, presque aucun là. Beaucoup ici, rien là. Des bandes alternées. C'est ce que font les ondes. Quand 2 ondes se rencontrent, parfois elles se renforcent l'une l'autre. Ondes plus grandes. Parfois elles s'annulent. Rien du tout. Cela s'appelle l'interférence. Comme quand 2 rides à la surface d'un étang se croisent et créent un motif complexe. Donc les électrons sont des ondes, mais ils arrivent sous forme de clics, d'unités individuelles. On ne détecte jamais un morceau d'électron. C'est toujours un tout. Voici la situation. Les électrons arrivent comme des particules, mais ils s'organisent comme des ondes. Bon, peut-être qu'ils se heurtent entre eux d'une manière ou d'une autre, qu'ils interfèrent entre eux pendant le trajet. Alors ralentissons tout. Envoyons un seul électron à la fois. On en tire un, on attend qu'il arrive, puis on tire le suivant. Ils ne se rencontrent jamais. On fait cela très patiemment, un par un, et on obtient le même motif, des bandes, de l'interférence. Chaque électron interfère avec lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, peut-être que l'électron se coupe en 2, passe par les 2 fentes et se retrouve de l'autre côté. Vérifions. Nous plaçons un petit détecteur au niveau des fentes pour voir par où passe chaque électron. Et nous observons. Chaque électron passe soit par une fente, soit par l'autre, jamais par les 2. Nous le prenons sur le fait. Fente gauche ou fente droite. C'est une particule bien définie qui suit un chemin bien défini. Mais maintenant, regardons le motif sur le mur du fond. Les bandes ont disparu. Il n'y a plus que 2 amas, comme avec des balles de tennis. Exactement ce à quoi on s'attend pour des particules qui passent par une porte ou par l'autre. Donc, quand on ne regarde pas par quelle fente l'électron passe, on obtient de l'interférence. Quand on regarde, l'interférence disparaît. Laissez-moi le répéter, parce que ça paraît insensé. Le simple fait de découvrir quel chemin l'électron a pris change le résultat de l'expérience. Vous pourriez penser, bon, notre détecteur a probablement bousculé l'électron, l'a perturbé d'une manière ou d'une autre. La physique implique des interactions, après tout. Alors soyons plus doux. Utilisons la méthode la plus douce possible pour détecter l'électron. On essaie. Et voici ce que Heisenberg a découvert. Il n'existe pas de méthode suffisamment douce. Si votre méthode de détection est capable de vous dire par quelle fente l'électron est passé, elle perturbera toujours le système suffisamment pour détruire l'interférence. Et si votre méthode est trop douce pour perturber quoi que ce soit, alors elle est aussi trop douce pour vous donner l'information. Vous ne pouvez pas avoir les 2. Vous ne pouvez pas connaître le chemin et conserver le motif. La nature ne l'autorise pas. Ce n'est pas un problème de technologie. Ce n'est pas que nous avons besoin de meilleurs instruments. C'est fondamental. C'est inscrit dans la structure même de la réalité. L'électron n'a pas de trajectoire définie tant que vous ne regardez pas. Et quand vous regardez, vous le forcez à choisir. Mais attendez, c'est étrange. Avant que nous regardions, où était l'électron? Est-il passé par les 2 fentes? Par aucune. A-t-il emprunté tous les chemins possibles à la fois? Voici la réponse. Et vous n'allez pas l'aimer, nous ne le savons pas. Et plus important encore, la question elle-même n'a peut-être aucun sens. Voyez-vous? Nous avons grandi dans un monde de balles de tennis et de portes. Les choses ont des positions. Elles suivent des trajectoires.
elles sont quelque part. C'est notre intuition. C'est le bon sens. Mais le bon sens vient de l'expérience quotidienne. Et l'expérience quotidienne est faite de grosses choses. De milliards et de milliards d'atomes collés ensemble. À cette échelle, l'étrangeté quantique s'annule en moyenne. On ne la voit pas. Mais au niveau d'un seul électron, d'un seul photon, les règles sont différentes. Notre intuition ne s'applique plus. Les mots que nous utilisons, comme trajectoire, position, où est-il? Ces mots peuvent ne rien vouloir dire à cette échelle. Alors quand quelqu'un demande « Mais par quelle fente l'électron est-il réellement passé ?» La seule réponse honnête est « Si vous ne le mesurez pas, la question n'a pas de réponse. » Pas « On ne connaît pas la réponse. » La question elle-même ne s'applique pas. C'est ça, la mécanique quantique. C'est à quoi la nature ressemble réellement. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, la nature s'en fiche. Chaque façon dont un événement peut se produire, nous la représentons par une flèche. La flèche a une longueur et une direction. Et voici la règle. Pour obtenir la probabilité qu'un événement se produise, vous prenez la flèche finale et vous en élevez la longueur au carré. Une flèche de longueur 0,4 donne une probabilité de 0,16. Simple. Mais voici là où ça devient intéressant. Quand un événement peut se produire de plusieurs façons, comme un électron passant par la fente gauche ou par la fente droite, on n'additionne pas les probabilités. On additionne d'abord les flèches. Et les flèches sont sournoises. Si deux flèches pointent dans la même direction, vous les mettez bout à bout et vous obtenez une flèche plus longue. Grande probabilité. Mais si elles pointent en direction opposée, elles s'annulent. Petite probabilité. Parfois zéro. C'est ça, l'interférence. C'est pour cela que nous voyons des bandes. Les flèches correspondant au passage par la fente gauche et par la fente droite pointent parfois dans la même direction, parfois en sens opposé, selon l'endroit de l'écran que vous regardez. Mais quand vous détectez par quelle fente l'électron est passé, vous n'additionnez plus des flèches. Maintenant, vous savez qu'il est passé par une fente précise. Vous calculez donc la probabilité pour cette fente seulement. Plus de flèches opposées, plus d'annulation, plus d'interférence. Les mathématiques sont en fait simples. Ce qui est difficile, c'est d'accepter ce que ces mathématiques signifient. Mais que sont vraiment ces flèches? Que représentent-elles? Rien. Elles ne représentent rien de physique. Vous ne pouvez pas aller chercher une flèche attachée à un électron. C'est simplement un outil de calcul, une recette pour obtenir la bonne réponse. On les appelle des amplitudes de probabilité. Un nom sophistiqué, mais en réalité, ce ne sont que des flèches. Et voici la partie étrange. Les flèches impliquent des nombres imaginaires. La racine carrée de 1, des nombres qui n'existent sur aucune règle graduée. Et pourtant, quand on les met au carré pour obtenir des probabilités, on obtient toujours des nombres réels, positifs, mesurables. La réalité est donc construite sur quelque chose que nous ne pouvons pas voir directement, en utilisant des nombres qui n'existent pas directement, pour prédire des résultats qui ne sont que probables. Bienvenue en mécanique quantique. Maintenant, vous pourriez vous demander, pourquoi la nature fonctionne-t-elle ainsi? Quelle est l'explication profonde? Il n'y en a pas. Personne ne sait pourquoi la nature utilise des amplitudes de probabilité. Personne ne sait pourquoi ces flèches fonctionnent. Nous savons simplement qu'elles fonctionnent. Toutes les expériences que nous avons faites le confirment. Mais le mécanisme sous-jacent, la raison, nous n'en avons aucune idée. Et honnêtement, ce n'est pas grave. La science ne répond pas toujours au pourquoi. Parfois, elle répond seulement au comment. Et si vous continuez à demander pourquoi ceci, pourquoi cela, vous atteignez finalement le socle. L'endroit où la seule réponse honnête est « c'est comme ça que la nature est faite », à prendre ou à laisser. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Revenons à quelque chose de plus simple que les électrons. Parlons de la lumière qui frappe une plaque de verre. Vous éclairez le verre. Une partie de la lumière est réfléchie, une autre traverse. Environ 4% est réfléchi par la surface avant, 96% traverse. Question simple, quels photons sont réfléchis et lesquels traversent? Réponse. Personne ne le sait. On ne peut pas le prédire. Chaque photon a 4% de chance d'être réfléchi et 96% de chance de passer. C'est tout ce qu'on peut dire. Ajoutez maintenant une seconde surface, l'arrière du verre. Les photons peuvent se réfléchir sur l'avant ou sur l'arrière.
on s'attendrait à environ 8% de réflexion totale. 4 pour l'avant, 4 pour l'arrière. Non. Cela dépend de l'épaisseur du verre. Certaines épaisseurs donnent 16% de réflexion. D'autres donnent 0. 0. La surface arrière peut, d'une certaine manière, annuler la réflexion de la surface avant. Comment calcule-t-on cela? Avec des flèches. On dessine une flèche pour la réflexion sur la surface avant, une autre flèche pour la réflexion sur la surface arrière. Mais voici le point clé. La direction de chaque flèche dépend de la distance parcourue par le photon. Imaginez une petite horloge qui tourne pendant que le photon se déplace très rapidement. Des milliers de rotations par centimètre pour la lumière visible. Quand le photon atteint une surface, la direction de l'aiguille indique la direction de la flèche. Pour la surface avant, l'horloge pointe dans une direction. Pour la surface arrière, le photon a parcouru un peu plus de distance, donc l'horloge pointe dans une autre direction. Maintenant, on additionne les flèches. Si elles pointent dans la même direction, on obtient une grande flèche, beaucoup de réflexion. Si elles pointent en sens opposé, elles s'annulent, aucune réflexion. L'épaisseur du verre détermine combien l'horloge tourne entre les deux surfaces. Donc, l'épaisseur détermine si les flèches s'ajoutent ou s'annulent. Bon, nous avons donc vu que la nature est étrange. Les électrons se comportent d'une manière qui n'a aucun sens pour notre intuition quotidienne. Mais maintenant, je veux vous montrer quelque chose d'encore plus fondamental. Quelque chose qui explique pourquoi vous êtes assis sur une chaise en ce moment même, au lieu de tomber à travers. Le principe d'incertitude. Vous avez probablement déjà entendu cette expression. La plupart des gens pensent qu'elle signifie que nos instruments ne sont pas assez bons, que si nous construisions de meilleurs appareils, nous pourrions mesurer les choses plus précisément. Non, c'est complètement faux. Le principe d'incertitude ne concerne pas de mauvais instruments. Il concerne la nature elle-même. C'est une limite fondamentale intégrée à la réalité. Voici ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas connaître simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule, non pas parce que vous êtes maladroit, non pas parce que votre appareil de mesure est médiocre, mais parce que la particule n'a pas à la fois une position définie et une quantité de mouvement définie au même moment. Rendons cela concret. Supposons que vous vouliez savoir exactement où se trouve un électron. Vous le confinez dans une région très petite. Vous l'enfermez dans une minuscule boîte. Maintenant, vous connaissez très bien sa position. Mais voici le prix à payer. La quantité de mouvement devient incertaine. L'électron commence à bouger plus vite. Il le doit. Plus vous déterminez précisément où il est, plus sa quantité de mouvement fluctue violemment. Et cela fonctionne dans l'autre sens aussi. Si vous connaissez très précisément la quantité de mouvement, vous savez exactement à quelle vitesse l'électron se déplace. Alors sa position devient floue. Il pourrait être n'importe où. Le produit de ces deux incertitudes ne peut jamais être inférieur à une certaine valeur. Une très petite valeur, la constante de Planck. Mais elle n'est pas nulle. Il reste toujours une incertitude. Pourquoi cela se produit-il? Rappelez-vous les flèches. Rappelez-vous que nous avons dit que les particules se comportent comme des ondes. Voici le lien. Pensez à une onde parfaite qui s'étend à l'infini. Même hauteur, même rythme, répétée à l'infini. Cette onde a une longueur d'onde très bien définie. Vous pouvez la mesurer précisément. Mais où est-elle? Elle est partout. Elle n'a pas de position spécifique. Maintenant, pensez à une impulsion courte. Un petit paquet d'ondes, une bosse, puis plus rien. Où est-elle? Facile. Elle est là, dans cette petite région. Vous connaissez sa position. Mais quelle est sa longueur d'onde? Difficile à dire? Elle ne se répète pas. Vous ne pouvez pas mesurer une longueur d'onde à partir d'une seule bosse. Elle n'a pas de longueur d'onde bien définie. Vous voyez l'échange? Une onde étendue partout a une longueur d'onde bien définie mais pas de position. Une onde localisée a une position définie mais pas de longueur d'onde. Et en mécanique quantique, la longueur d'onde est liée à la quantité de mouvement. Courte longueur d'onde signifie grande quantité de mouvement. Longue longueur d'onde signifie petite quantité de mouvement. Donc cet échange entre position et longueur d'onde devient un échange entre position et quantité de mouvement. Ce n'est pas mystérieux. C'est simplement la façon dont les ondes fonctionnent. Tout ingénieur qui travaille avec des ondes sonores ou des signaux radio le sait. Si vous voulez une fréquence précise, vous avez besoin d'un signal long. Si votre signal est court, la fréquence devient floue.
La mécanique quantique nous dit simplement que les particules ont cette nature ondulatoire et que les ondes ont cet échange intégré. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Cela explique pourquoi les atomes existent. Pensez-y. Un atome, c'est un noyau chargé positivement avec des électrons autour. Les charges opposées s'attirent. Alors pourquoi l'électron ne tombe-t-il pas simplement dans le noyau? Pourquoi ne spirale-t-il pas vers l'intérieur pour s'écraser? La physique classique n'a aucune réponse. En physique classique, l'électron devrait rayonner de l'énergie en tournant, perdre de la vitesse, spiraler vers l'intérieur et s'effondrer sur le noyau en une fraction de seconde. Tous les atomes devraient s'effondrer. La matière ne devrait pas exister. Mais la matière existe. Vous existez. La chaise sur laquelle vous êtes assis existe. Pourquoi? À cause du principe d'incertitude. Si l'électron tombait dans le noyau, nous saurions exactement où il est. Juste là, au centre. Position très précise. Mais alors, sa quantité de mouvement deviendrait extrêmement incertaine. L'électron se déplacerait incroyablement vite, dans des directions aléatoires. Il aurait une énergie cinétique énorme. Donc l'électron ne peut pas rester dans le noyau. Il est repoussé par sa propre incertitude. Et il ne peut pas non plus rester trop loin, parce que l'attraction électrique le tire vers le noyau. Il y a donc un équilibre, un compromis. L'électron s'installe dans une région ni trop petite ni trop grande. Assez petite pour ressentir l'attraction du noyau, assez grande pour garder la quantité de mouvement sous contrôle. Cette région mesure environ 1/10 de milliardième de mètre, et c'est la taille d'un atome. Je le répète, la taille des atomes, l'échelle fondamentale de la chimie, de la biologie, de tout ce qui vous entoure, vient du principe d'incertitude. Sans mécanique quantique, il n'y a pas d'atome. Sans atome, il n'y a pas de molécules. Sans molécules, il n'y a pas de chimie. Sans chimie, il n'y a pas de vie. Vous existez parce que le principe d'incertitude empêche les électrons de s'effondrer dans les noyaux. Et il y a plus encore. C'est aussi pour cela que vous ne tombez pas à travers le sol. Quand vous êtes debout, les atomes de vos chaussures s'approchent des atomes du sol. Si vous essayez de les rapprocher encore, de les comprimer dans un espace plus petit, les électrons résistent. Leur position deviendrait plus précise, ce qui rendrait leur quantité de mouvement plus incertaine. Ils se mettraient à bouger plus vite. Ils repousseraient. C'est ce que signifie solide. C'est ce que signifie dur. La résistance de la matière à la compression est un effet quantique. En physique classique, la meilleure configuration des charges positives et négatives serait qu'elles soient toutes empilées au même endroit. Tout s'effondrerait en un point. Mais la mécanique quantique dit non. Vous ne pouvez pas confiner des particules dans un petit espace sans payer le prix en quantité de mouvement. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez sur une chaise et qu'elle vous soutient, c'est la mécanique quantique. C'est le principe d'incertitude qui fait son travail et vous empêche de tomber vers le centre de la Terre. Maintenant, voici autre chose que la physique classique a complètement raté. L'énergie. Dans le monde quotidien, l'énergie semble continue. Vous pouvez en avoir n'importe quelle quantité. Vous poussez une voiture un peu, elle avance un peu. Vous poussez plus fort, elle avance davantage. C'est fluide, progressif. Toutes les valeurs sont possibles. Mais dans le monde atomique, l'énergie arrive par paliers. Des quantités spécifiques, comme un escalier, pas comme une rampe. Imaginez que vous gravissiez une colline. En physique classique, vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle hauteur, à mi-chemin, à un tiers, à n'importe quelle fraction. Mais les atomes sont différents. Les atomes sont comme un immeuble avec des étages. Vous pouvez être au premier étage, au deuxième, au troisième, mais vous ne pouvez pas rester entre deux étages. Ces positions intermédiaires n'existent tout simplement pas. Un électron dans un atome ne peut avoir que certaines énergies, des valeurs spécifiques, pas n'importe lesquelles. Pourquoi? Parce que l'électron est confiné. Il est piégé dans l'espace autour du noyau. Et les ondes confinées ne peuvent vibrer que de certaines manières. Pensez à une corde de guitare. Elle est fixée aux deux extrémités. Quand vous la pincez, elle vibre, mais pas n'importe comment. Elle a une fréquence fondamentale, la note la plus basse. Puis elle a des harmoniques, des notes plus aiguës à des fréquences précises. Vous n'obtenez pas une gamme continue. Vous obtenez des notes spécifiques. C'est pareil pour les électrons dans les atomes. L'onde électronique doit s'ajuster autour du noyau d'une certaine manière.
Seuls certains motifs fonctionnent, et chaque motif correspond à une énergie précise. On appelle cela des niveaux d'énergie. Et cela explique quelque chose de magnifique. La lumière. Quand un atome est dans un niveau d'énergie élevé, il peut passer à un niveau plus bas. Mais il doit perdre cette énergie d'une manière ou d'une autre. Où va-t-elle? Elle sort sous forme de lumière, un photon. Et voici le point clé. Le photon transporte exactement la différence d'énergie entre les deux niveaux. Pas approximativement, exactement. Comme les niveaux d'énergie sont spécifiques, l'énergie du photon est spécifique, et l'énergie d'un photon détermine sa couleur. La lumière bleue transporte plus d'énergie que la lumière rouge. Donc, chaque type d'atome produit des couleurs de lumière spécifiques, des fréquences bien définies, des lignes nettes. L'hydrogène produit certaines couleurs, l'hélium en produit d'autres. Le sodium produit cette lueur jaune-orangée que vous voyez dans certains lampadaires. Si vous observez la lumière d'une étoile lointaine à travers un prisme, en la décomposant en arc-en-ciel, vous voyez des lignes sombres, des couleurs manquantes. Ce sont les empreintes digitales des atomes. Chaque élément absorbe et émet des fréquences spécifiques. En lisant ces lignes, nous pouvons savoir de quoi sont faites les étoiles, à des milliards de kilomètres. Tout cela parce que l'énergie et les atomes fonctionnent par paliers, pas de manière continue. Et voici quelque chose qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Pourquoi ces paliers précis? Pourquoi ces niveaux d'énergie particuliers? Maintenant, vous connaissez la réponse. Le principe d'incertitude. La nature ondulatoire des particules. Les ondes confinées ne peuvent informer que certains motifs. Et ces motifs déterminent les énergies autorisées. Tout est lié. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'encore plus étrange. Le monde quantique a des règles qui semblent complètement arbitraires, absurdes même. Par exemple, les électrons refusent d'être dans le même état. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous avez un atome avec beaucoup d'électrons, ils ne se regroupent pas tous dans le niveau d'énergie le plus bas. Ce serait l'arrangement le plus économique, non? Tout le monde au rez-de-chaussée. Mais non. Seuls 2 électrons peuvent occuper chaque niveau, et ces deux-là doivent tourner en sens opposé. Après cela, le niveau est plein. L'électron suivant doit aller à l'étage supérieur. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Et personne ne sait pourquoi il est vrai. Il l'est, tout simplement. Mais sans lui, la chimie n'existerait pas. Réfléchissez. Si tous les électrons pouvaient s'entasser dans le niveau le plus bas, tous les atomes se comporteraient de la même façon. Le carbone serait comme l'oxygène, comme le fer. Tous les électrons regroupés en bas. Aucune diversité. Mais parce que les électrons doivent se répartir sur différents niveaux, différents atomes ont des configurations différentes. Et des configurations différentes signifient des comportements chimiques différents. Le carbone se comporte comme du carbone, l'oxygène comme de l'oxygène, le fer comme du fer. Le tableau périodique? Toute la chimie existe parce que les électrons refusent de partager le même état. Et ce même principe explique pourquoi la matière a un volume, pourquoi les atomes occupent de l'espace, pourquoi on ne peut pas comprimer les choses indéfiniment. Les électrons des couches externes ne peuvent donc pas tomber vers l'intérieur parce que les niveaux internes sont déjà occupés, pleins, aucune place libre. Donc la matière est rigide, les tables sont solides. Vous ne tombez pas à travers le sol. Étrange, n'est-ce pas? Les règles semblent arbitraires. Pourquoi 2 électrons par niveau? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 10? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. Ce sont les règles avec lesquelles la nature joue. Nous les avons découvertes en faisant des expériences, en observant attentivement comment les atomes se comportent réellement. Les règles fonctionnent. Elles donnent des prédictions qui correspondent à la réalité avec une précision incroyable. Mais la raison profonde derrière elles reste un mystère. Et peut-être qu'il n'y a pas de raison. Peut-être que demander pourquoi, à ce niveau, c'est comme demander pourquoi les règles des échecs sont ce qu'elles sont. Elles sont ainsi. Vous les apprenez. Vous jouez le jeu. La nature a des règles. Notre travail est de les découvrir, qu'elles aient du sens pour nous ou non. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Nous avons commencé avec une expérience simple, des électrons passant par 2 fentes. Et nous avons fini par devoir abandonner presque tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Les particules n'ont pas de position définie tant que vous ne regardez pas. Elles ne suivent pas de trajectoire définie.
Elles existent comme des nuages de probabilités décrits par des flèches que nous additionnons. L'acte d'observer change le résultat. Et il existe des limites fondamentales à ce qui peut être connu, non pas parce que nous sommes ignorants, mais parce que la nature elle-même est floue à la base. Cela dérange. Cela a dérangé beaucoup de physiciens extrêmement intelligents. Certains ont passé toute leur vie à essayer de contourner cela, à tenter de prouver que sous toute cette incertitude, il devait exister une machinerie cachée, une couche plus profonde, où tout redeviendrait logique, où les particules auraient de vraies positions et de vraies trajectoires que nous ne verrions simplement pas. Jusqu'à présent, toutes ces tentatives ont échoué. Chaque expérience que nous avons réalisée confirme la vision quantique. Le flou est réel. Les probabilités sont fondamentales. Il n'y a pas d'horlogerie cachée en dessous. Maintenant, vous pourriez demander, si les particules n'ont pas de propriétés définies tant qu'on ne les mesure pas, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que la réalité, au juste? Réponse honnête. Nous ne le savons pas. Et voici quelque chose qui pourrait vous déranger encore plus. La théorie ne le dit pas. La mécanique quantique est un ensemble de règles pour calculer des probabilités. Elle vous dit ce que vous observerez quand vous ferez une expérience. Elle ne vous dit pas ce qui se passe quand vous ne regardez pas. Certaines personnes disent que la particule est dans plusieurs états à la fois, jusqu'à ce que vous l'observiez. D'autres disent qu'il existe de nombreux mondes parallèles, où chaque possibilité se réalise. D'autres encore disent que la question elle-même n'a aucun sens, et que nous devrions seulement parler de ce que nous pouvons mesurer. Ce sont des interprétations. De la philosophie. Elles donnent toutes les mêmes prédictions. Il n'existe aucune expérience permettant de les départager. Alors les physiciens haussent généralement les épaules et disent « Utilisez l'image qui vous aide à réfléchir, tant que vous faites les calculs correctement. » Mais voici ce que nous savons avec certitude. La théorie fonctionne. L'électrodynamique quantique, la théorie qui décrit l'interaction entre la lumière et les électrons, a été testée avec une précision extraordinaire. Nous pouvons calculer certaines quantités à 10 décimales près, et les expériences correspondent à 10 décimales près. C'est comme mesurer la distance entre deux villes et obtenir un résultat exact à l'épaisseur d'un cheveu. Aucune autre théorie dans l'histoire de la science n'a été testée avec une telle précision. Et la mécanique quantique réussit tous les tests. Donc, quoi qu'il se passe en dessous, quelle que soit la réalité profonde, les règles que nous avons découvertes sont correctes. Elles fonctionnent, elles prédisent, elles expliquent. Et regardez ce qu'elles expliquent. Pourquoi les atomes existent? Pourquoi la matière est solide? Pourquoi différents éléments ont des propriétés différentes? Pourquoi le soleil brille? Pourquoi la chimie fonctionne? Pourquoi vous pouvez lire ces mots avec des yeux qui ont évolué pendant des millions d'années dans un univers construit sur des règles quantiques? Tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez touché, vu ou vécu, est fait de particules qui obéissent à ces lois étranges. Et voici le plus étonnant. Vous ne le remarquez pas. Au quotidien, le monde semble parfaitement normal. Les objets ont des positions. Les choses suivent des trajectoires définies. Les causes produisent des effets de manière logique. Pourquoi ne voyons-nous pas l'étrangeté quantique? Parce que nous sommes grands, nous sommes faits de milliards et de milliards d'atomes. Et quand vous avez autant de particules quantiques ensemble, les effets étranges s'annulent en moyenne. Les motifs d'interférence deviennent trop fins pour être détectés. Les incertitudes deviennent trop petites par rapport aux échelles du quotidien. C'est comme ceci. Chaque atome fait quelque chose d'étrange. Mais ils le font tous de manière différente. Et quand on additionne tout cela, ça devient lisse, ça devient classique, ça devient normal. Le monde quantique est toujours là en dessous, mais il est caché par le simple nombre. Alors, qu'avons-nous appris? Nous avons appris que la nature n'est pas obligée d'avoir du sens pour nous. Nos cerveaux ont évolué pour repérer des fruits et éviter des prédateurs, pour gérer des objets de taille moyenne, se déplaçant à des vitesses moyennes. Nous n'avons pas évolué pour comprendre les atomes. Nous n'avons pas évolué pour visualiser des amplitudes de probabilité. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous y sommes parvenus. C'est ça, la partie extraordinaire. Pas que la nature soit étrange, mais que nous, ces assemblages d'atomes, ces motifs temporaires de matière, ayons réussi à découvrir les règles. Nous avons construit des détecteurs,
réalisé des expériences, écrit des équations. Et les équations fonctionnent. Nous ne savons pas pourquoi les règles sont ce qu'elles sont. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement quand nous ne regardons pas. Nous n'avons pas d'image satisfaisante qui corresponde à l'intuition humaine. Mais nous avons quelque chose de mieux que l'intuition. Nous avons une théorie qui prédit ce qui va se produire. Et quand nous faisons les expériences, elle a raison à chaque fois. Ça, c'est la physique. Ça, c'est la mécanique quantique.